Rallonge, oui, pilotage via serveur d'une application. En fait, on va dire que la présentation de Luc de fin d'année dernière en fait a été le prétexte en fait à la prolonger avec Luc avait présenté quelque chose autour de piloter une application en LabVIEW depuis une autre application avec du VI Server. L'idée, ça va être d'explorer une implémentation basée objet qui permet de rappeler le contrôle d'une application. Parce que bon, la piloter, c'est une chose, faire un bout d'appli puis l'intégrer dans une autre application, c'en est une autre. Et puis d'illustrer au passage un usage des VI malléables et d'une map. Alors, il se trouve que au final, j'avais oublié ce que j'avais fait, mais j'ai commencé par une map pour faire autre chose ensuite. Je vous en reparle. On va parler plus globalement de tableaux associatifs, qui sont en fait un mécanisme qu'on retrouve et qu'on pouvait implémenter bien avant l'apparition des maps. Petit rappel très rapide sur exécuter un VI dans un exe. L'idée, ça va être de commencer par ouvrir une référence sur l'application, il y a un port qui est spécifié dans le fichier de configuration, puis une référence sur le VI à exécuter. On a besoin, si on utilise le call by ref pour bénéficier du connecteur, de spécifier le type, c'est le bout de VI qui est au-dessus. On peut également faire du getSetValue, auquel cas le type est moins nécessaire, mais voilà. Je me focalise ici sur l'aspect exécution avec un appel dynamique, le call by ref. Prérequis, il faut que le serveur soit actif, bien évidemment, et qu'il soit configuré correctement. Il faut également que le VI soit chargé en mémoire. Si ce n'est pas le cas, ça se passe moins bien. Implémentation proposée, sachant que l'objectif c'est en fait de maximiser, de minimiser les choses qu'il y a à faire en spécifique pour une application. Voilà, c'est faire ça. Donc j'ai une classe mère que j'ai appelée AppControlAPI pour être original, qui va traiter l'ouverture et la fermeture de la référence d'application. Vous allez me dire jusque-là, il n'y a pas grand-chose de particulier, ça casse pas trois pattes à un poulet, mais qui va surtout traiter la gestion de l'ouverture et la mise en cache des références des différents VI, avec la problématique des types de VI qui sont distincts. C'est là que le VI malléable va rentrer en ligne de compte. Puis la classe enfant, en fait, j'ai une classe modèle, j'ai plus qu'à dupliquer, instancier les quelques VI d'API qui m'intéressent. J'ai deux constances dans le diagramme à ajuster. Un nom qualifié du VI dans l'espace mémoire de l'application que j'aurai chargé, et puis le fameux type. On câble les contrôles et normalement c'est plié. Les tableaux associatifs, je passe rapidement dessus. L'idée c'est d'adresser un élément dans un tableau autrement que par son index, typiquement par nom. On en a parlé, enfin Jonas en a parlé avec la DIM qui doit être basée sur une map. C'est un mécanisme qui est assez chouette, qui a été introduit qu'en 2019. On fonctionne en couple valeur. Il y a plusieurs implémentations qui sont possibles en LabVIEW. Typiquement, je crois que c'est Marc qui évoquait la possibilité d'avoir deux tableaux avec un tableau de valeur, enfin un tableau de clé d'un côté, un tableau de valeur de l'autre. Et puis on joue avec les index. Ça marche très bien aussi, il faut juste se le cogner. Alors dans un cluster avec les deux tableaux, un jeu de VI, une UFGV, des classes, libre à vous. On peut aussi utiliser les attributs d'invariants qui permettent d'avoir un accès par nom. Alors là, pour le coup, on n'a que des strings en entrée pour spécifier l'attribut. Et ça marche très bien aussi. Il doit y avoir aussi des implémentations proposées un peu prêtes à l'usage sur VIPM. J'ai fait une recherche très rapide tout à l'heure. Il y a des choses. Voilà. Donc, j'ai fait une première itération avec les maps. Finalement, j'ai opté pour les variants. Je vous montre ça tout à l'heure. Les VI malléables. C'est une autre brique dont j'ai eu besoin. C'est introduit en LabVIEW 2017. C'est une extension, un prolongement aussi de l'inlining qui lui a été introduit en 2010. Donc ça commence à dater. Ça permet de développer des VI qui vont proposer une expérience de développeur comparable à celle des polymorphiques. C'est une façon de présenter, on va dire. Il y a en gros un seul fichier. Là où je trouve ça très puissant, c'est qu'il n'y a qu'un seul fichier pour définir le comportement pour tous les types de données plutôt que les N instances. Et en gros, le compilateur va se débrouiller d'adapter au type de données connectées aux terminaux en entrée. Et il s'adapte tout seul comme un grand. Comment ça se passe? Il faut être en inlining. Donc, dans les propriétés du VI, on va aller cocher le inline sub VI into calling VI. Pour rappel, cette option-là, elle a pour effet de remonter, entre guillemets, le code dans le VI à plan. Donc on ne peut plus le débugger. Le debugging est forcément désactivé. Un certain nombre de trucs. Il faut être en réentrant. On va l'enregistrer comme fichier malléable, donc avec l'extension VIM, et éventuellement une palette qui permet de tester un certain nombre de choses et d'adapter peut-être plus finement le comportement en fonction du type qui est câblé en entrée. Je vais l'illustrer avec un exemple relativement simple. Je pense que vous connaissez tous, ou vous devriez connaître à peu près tous les VI de l'OpenG. J'ai pris le remove duplicate from one array. Donc je l'ai utilisé 3 fois avec des types de données différents. On est par défaut, quand on le pose sur le diagramme, avec une sélection automatique. Donc il va aller me trouver celui qui correspond à un tableau de I32, de double.
Première difficulté, si j'ai un type qui n'est pas dans ceux qui sont traités dans la liste des instances, je vais tomber dans un cas par défaut, qui en l'occurrence est le variant. Ça va marcher en fait avec un variant, mais ça m'oblige à refaire un variant to data à la sortie. Ça marche très bien. Disclaimer, je ne suis absolument pas en train de cracher sur l'OpenG, c'est juste que je pense que cet exemple peut être parlant. Voilà ce que ça donne si on bascule en malléable. J'ai en fait pris une instance, je l'ai passé en inlining, j'ai changé l'extension, et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Et donc de fait, j'ai un fichier source qui va me faire l'équivalent des 3 autres. J'ai même plus besoin du variant to data, puisqu'en fait, au moment où l'ABIO va estimer ce qu'il y a en entrée, il va le transformer en un tableau de ce qu'on a en entrée, en l'occurrence les clusters, là, avec John Doe et compagnie. Et sous réserve que le VI soit fait pour s'adapter, en l'occurrence, on vient récupérer dans le tableau, là, on fait bien en sorte de prendre le type de données d'entrée. C'est transparent. Et donc, en termes de dépendance, c'est beaucoup plus efficace. Je vais utiliser ce mécanisme de manière à aller un petit peu plus loin. Dans la classe dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai une sorte de modèle qui va me permettre d'exécuter un VI de manière dynamique. Voilà à quoi il ressemble. Donc il est dans la classe spécifique à mon application. Il va hériter de la classe mère, et de cette classe mère, en fait, on va exploiter un VI qui est en dynamic dispatch, qui est le getRef from cache. J'ai deux choses à spécifier. Je vous ai dit le nom qualifié, et puis le type spécifier. Et ce que vous pouvez repérer, c'est que le type spécifier ici, bon, il y a une entrée d'erreur, une sortie d'erreur, il n'est pas très original, mais on a rigoureusement le même qui tombe dans le call by ref. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où je vais glisser un VI là-dedans pour lui donner un autre contrôleur, un autre connecteur, je vais y arriver, lui, il va tout de suite s'adapter, puisque lui est malléable, et que donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble, mais le type d'entrée va se reporter en sortie. Voilà à quoi il ressemble, le getRefFromCache.vim. Donc lui, il appartient à la classe mère. Je l'ai fait une fois et je veux surtout plus y toucher. Je veux juste l'utiliser. J'ai finalement, alors là, je vais récupérer mon variant qui est planqué dans les données privées de la classe mère, enfin de la classe, mais défini dans la classe mère. Je cherche à savoir s'il existe une référence, un attribut de mon variant. Ça pourrait être une clé dans une map, ça marcherait aussi, qui est du type typeSpecifier. Si elle n'existe pas, eh ben, je récupère ma référence d'application. Il se trouve qu'elle aura été ouverte en amont et stockée dans les données de ma classe. Et puis, mon type spécifier, je le retrouve en sortie, et donc je vais faire l'ouverture de mon VI avec mon fameux type spécifier. Et je vais avoir le même type en sortie pour VIRef, et également, c'est moins important, mais pour ce que je vais envoyer dans le cache, insert in ref cache. En l'occurrence, lui, il prend en entrée un variant, et comme je travaille avec les attributs de variant, je le récupère. La prochaine fois que je le récupère, j'en aurai le type quelque part qui sera donné d'entrée de jeu par le VI en entrée. On va jeter un œil rapidement à ce que ça peut donner en termes de code. Voilà la classe en question, on l'a parcouru rapidement. La classe modèle, elle n'est pas très intéressante. J'ai construit une petite application sur la base d'un modèle des QMH qui fait pas grand chose. Hein. À la limite, ce qu'il y a dedans, c'est pas très intéressant, on s'en moque. Je vais simplement exécuter le source. Je vais armer mon VI, enfin le module. Et puis, à ce niveau-là, je crois qu'on est, je sais plus si on est en 63, on va faire comme ça. Je sais plus si c'est le bon port. Je vais peut-être me faire jeter, ce serait beau. Non, c'est bon. Je peux utiliser mon bout de code de manière, on va dire, classique. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Mais je peux également venir l'utiliser depuis ce VI de démo. Ce VI de démo, il est proche de mon VI de test. Je vais l'arrêter, je vais relancer l'exécutable pour l'itération d'après. Je vais l'arrêter lui aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Et ben voilà, j'ai mon VI d'ouverture qui a été défini dans ma classe dans la classe d'API qui est ici, voilà. Donc j'ai mon open session. Il ressemble, voilà. On va juste chercher l'ouverture. On pourrait avoir des actions spécifiques au moment où on ouvre la référence vers l'application, peut-être le passer dans un mode ou avoir un indicateur qui dit attention, tu es en contrôle distant, ou peu importe. Et ensuite, je vais me retrouver avec des choses qui ressemblent à ça. Ça, c'est un VI d'API, et donc voilà mon type connect, mon type specifier, et puis voilà le nom du VI que je vais charger en mémoire. Il se trouve qu'il est, si je reprends le projet, dans la librairie qui définit
des requêtes, c'est le something else qui est ici, and wait reply, il est là. Si je l'ouvre en termes de non qualifié, il se trouve bien avec example vi do something else and wait for reply. Alors, avant d'aller plus loin, je vais rajouter une fonction. Je vais le fermer lui, on va y revenir. Si j'ai besoin de rajouter une fonction à mon API, entre guillemets, je vais reprendre mon VI template, je vais lui faire un save as, je vais en créer une nouvelle copie, je la mets dans mon machin. On va l'appeler get business info par exemple. Je vais l'écraser, je l'avais sûrement déjà fait pour préparer cette démo. Il se trouve que dans mon appli, là-haut, j'avais créé une requête qui s'appelle getBusinessInfo. Je vais donc glisser son nom ici, et d'une, je vais glisser son type specifier ici, et de deux, je crée ici simplement un indicateur. Je vais laisser comme ça, tant pis, c'est pas très beau, mais c'est juste à titre de démo. J'ai mon VI, et dans le code qui va appeler cette fameuse interface, j'ai dû préparer un truc comme ça. Où est-ce qu'il est? Voilà, pouf. On va faire comme ça. Et puis je vais bêtement réclamer en fait à mon application son business. Je pense que vous me voyez venir aussi avec ce que je peux voir derrière la tête. Je vais l'activer. Allez, on câble ça. Et voilà, j'avais préparé des builds en amont, donc je vais lancer ici la build de mon exécutable. Je suis assez bête, j'ai juste pointé en fait le VI de test comme étant la racine de. Enfin la racine. Le démarrage de mon appli. Je l'exécute. Hop, nous y sommes. Je vais démarrer le module, ça c'est un truc que j'ai pas fait, peu importe. Ici, il doit falloir que je lui spécifie localhost. J'ai enlevé le nom. En fait, quand on adresse localement la view, il faut que le champ soit vide. Sinon, il faut lui donner l'adresse IP ou le nom de la machine qui est à adresser. Jusque-là, j'ai toujours utilisé localhost et ça fonctionne. Donc, je fais un truc comme ça. J'ai mon do something else, etc. J'ai même un truc avec j'ai une petite latence avant de récupérer ma reply payload à ce niveau-là. Et si je fais mon getBitness, je récupère le 32. Mon application est capable de me donner le business. Une des questions qu'on s'était posées l'autre fois, c'était de savoir si on pouvait faire du cross-bitness, justement, passer d'une application 32 à 64. Il se trouve que c'est le cas. Je vais la relancer ici parce que je pense qu'on a perdu la connexion entre-temps. Je n'ai pas mis de mécanisme permettant de vérifier que tout se passe bien. Si je fais un get business info, je viens de relancer une build ici que j'ai fait avec un LoveView 64. Donc, je peux même le prendre ici au niveau du about. Je suis bien avec un runtime qui tourne ici en 64 bits. Ça peut autoriser à moindre frais. Donc avec ces mécanismes-là, d'avoir un bout de module de code, un exécutable qui va traiter, mettons, un driver qui est spécifique, qui tournera que en 32, et l'exploiter depuis une appli en 64, s'il y avait lieu. C'est un cas, moi, que j'ai rencontré. Et dernier exemple un peu tordu, je l'ai buildé également en 2019. Bon, il se trouve que j'avais un runtime 2019 là-dessus. Et on y est aussi. Ça autorise éventuellement à faire du cross-version. Le tout grâce à VXserver. Voilà, je crois que j'en ai terminé. J'ai dû déborder un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, t'as pas débordé du tout, hein. C'est Ah, bien. Il ne semble pas y avoir eu de questions dans le chat, mais peut-être qu'il y en c'est allé a. vite. J'avais beaucoup de choses à dire. Je vous entends encore, Luc et toi, me dire oula, en 15 minutes, ça va faire mal. Voilà. Bon. C'est très bien. J'espère que c'était suffisamment clair malgré tout. Et puis, je ne l'ai pas noté, mais je le mettrai sur Enfin, j'ai le projet de le coller sur un GitHub, donc ce sera accessible. Bah, tu n'hésiteras pas à mettre le lien en bas de Tout à la fait. vidéo sur la chaîne YouTube. Voilà. Ok, super. Merci à toi, Mathieu.